Trump ayant beaucoup plus d'informations que nous, et ici nous ne pouvons que supposer ou probablement penser. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, on a l'impression qu'il a probablement pensé que le Canada, disons, était capable de se diviser. Et si elle est capable de se diviser, alors pourquoi ne pas en tirer, disons, un gros morceau de quelque chose? Bien que ce soit juste ou non, moral ou non, ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Et moi, de mon point de vue, en principe, je pense que ce serait très bien à la fois pour les États-Unis et pour le Canada. D'une manière ou d'une autre, organiser un certain espace commun commercial et économique, peu importe lequel. Mais dans ce cas, il faudrait que la frontière de notre union ne passe pas par les frontières des pays, mais par les frontières de l'union. Voici le problème. Qui contrôlera ces frontières et que signifie les contrôler? Cela signifie que si nous imposons ensemble certains droits de douane, cela ne veut pas dire qu'on importe aux États-Unis avec des droits de douane, mais qu'on fait entrer au Canada sans rien, puis ensuite du Canada. Étant donné notre espace commun, ils importent ensuite aux États-Unis. Pourquoi cela serait-il bénéfique? Parce que tout d'abord, une défense commune, le Groenland, le Canada, l'Alaska, les États-Unis d'Amérique, on pourrait organiser une union très puissante qu'il serait facile de défendre. Ensuite, le long du Groenland, comme l'Alaska, comme le Groenland, etc., et il y a pas mal de routes qui s'ouvrent quand la glace fond un peu. Chez nous, comme vous le savez probablement, tous les quelques milliers d'années, il y a un léger changement climatique, et parfois les glaces fondent, parfois au contraire elles augmentent. C'est la période où les glaces fondent. Et c'est pourquoi il y aura de plus en plus de navires, de sous-marins, et tout ce que vous voulez qui viendra de là-bas. Du Grand Nord et du Nord lointain, ainsi qu'au Groenland. Nous aimerions tout contrôler. Car du point de vue commercial, comme du point de vue militaire et défensif, il vaut mieux contrôler cela. C'est pourquoi, sous de nombreux aspects, l'union du Canada et des États-Unis serait, pour ainsi dire, une démarche très sérieuse et correcte. Et Donald Trump l'avait compris, et il allait dans cette direction. Il essayait de pousser, mais évidemment, sans que les Canadiens décident que cela leur convient aussi, il est impossible de le faire. Regarde quelle est la situation. Beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage, bien sûr, je ne vais pas citer une seule personne, mais les gens que je connais, un grand nombre de personnes. Quand tout cela a commencé, bien sûr, la fierté canadienne et, disons, d'autres émotions qui submergeaient les gens, il disait non, nous ne voulons pas être le 51e État, ni le 55e ou le 92e. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? De mon point de vue erroné, lorsque nous avons eu des élections, les conservateurs étaient en tête et nous attendions vraiment un changement. Et à ce moment-là, le président américain est entré en discussion avec Trudeau au sujet des tarifs. Cette sorte de querelle a commencé et les Canadiens ont eu peur de devenir le 51e État. Et Carney nous racontait à quel point il était patriote du Canada. Ils sont passés des conservateurs aux libéraux et nous avons eu Carney, mais nous n'avons pas obtenu ce que nous espérions. Et aujourd'hui, beaucoup diront que Trump est responsable du fait que Carney soit devenu Premier ministre et ministre du Canada. Je pense que ce ne sera pas pour longtemps. Mais certains disent non, c'est de notre faute à nous. Peu importe le responsable maintenant. Après la bataille, brandir les poings ne sert à rien. Voilà, c'est ce que je pense. Si on me demandait, eh bien, si j'étais américaine, je voterais quand même pour Trump. Quoi qu'il se passe en ce moment, on m'a déjà écrit ce matin une chose, l'après-midi une autre et le soir encore une autre. Que les Américains s'en préoccupent. Après tout, c'est leur président, votre président. Quant à nous, eh bien, nous aimerions aussi en avoir un. Je parle ici en mon nom d'un Trump comme ça, même s'il dit une chose le matin, une autre l'après-midi et fait une troisième le soir. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Je pense qu'il sait lui-même pourquoi il agit comme ça et pas autrement. Pourquoi il montre son imprévisibilité et qu'il est tellement imprévisible. Peut-être que c'est pour nous ou juste notre impression ou que tu le vois tout autrement.
Mais malgré tout, il me semble qu'une telle situation a nui au Canada dans une certaine mesure. Et je le répète, je n'accuse pas Donald Trump, je ne dis pas que c'est de sa faute. Mais c'est sous son impulsion que tout cela a commencé à tourner à l'époque, et de façon très sérieuse. Tu n'es probablement pas d'accord avec moi. Eh bien, je ne suis pas canadien et je ne peux pas parler du point de vue du Canada, évidemment. Donc les émotions canadiennes ne me touchent pas. Le fait est que Trump est brutal. Il me semble qu'il existe un tel mot en russe. Sinon, je pense que c'est compréhensible. Il est brutal parce que c'est un homme génial. Bien sûr, je peux facilement le prouver. Je vais absolument le faire parce que je n'aime pas les déclarations du genre idiot. Au contraire, c'est un génie. Sans que cela soit appuyé par une quelconque substance, oui. Donc Trump, je vais le prouver maintenant, comme je l'ai dit, est un homme génial. L'un des signes de son génie est sa capacité à trouver très vite et intuitivement le point le plus sensible, ou l'endroit où appuyer. Voici son levier. Pour utiliser ce levier, donc d'une certaine manière, donnez-moi un levier assez long, comme l'a dit Archimède, et je soulèverai la terre, comme on dit. Eh bien, il a raison, pour ainsi dire, oui. Nous le savons, il nous a déjà montré comment cela se fait. Voilà, Trump le fait de manière absolument géniale. Tout d'abord, il touche immédiatement tous les points sensibles et comprend les raisons, puis il trouve des moyens soit de corriger cela, soit, au contraire, de remuer les choses et de faire mal. Il est tout à fait possible que si un conservateur arrivait maintenant, le Canada irait temporairement dans la bonne direction. C'est tout à fait possible. Et tout le monde, comme on dit, serait satisfait, puis une fois satisfait, il voterait à nouveau la prochaine fois pour l'égalitarisme. Et ça repartirait dans la même direction, comme cela s'est passé chez nous avec le génial président Ronald Reagan. Oui, il est parti, tout est immédiatement revenu à la normale, et c'est même devenu encore pire. Donc c'est possible, non ? Je vais vous donner un autre exemple. Le fait est que, lorsque Donald Trump n'a pas été autorisé, n'a pas été élu, nous ne savons pas exactement. Oui, pour un second mandat, tout cela nous a paru comme une terrible tragédie. Oui, on nous a trompés. Et maintenant, c'est juste 4 ans, et je pense que c'est Dieu qui nous a fait cela exprès. Ainsi, pour que Trump, pendant ces 4 années, s'arrête, regarde en arrière, s'endurcisse, reçoive une part assez importante de haine, et en plus commence à rassembler son équipe, commence à élaborer son programme. Là-bas, 20 à 25, ou comme vous voulez. Et quand il est arrivé maintenant pour son 47e mandat, nous avons un président Tahiti complètement différent. Il sait comment les exécuter, il a des gens pour les exécuter, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce que Bashevik Zingler a écrit, c'est du génie. Ainsi, dans ce récit, chaque événement décrit comme mauvais devenait ensuite étonnamment bon, et inversement, ce qui semblait bon s'avérait terrifiant. Donc un récit génial. Bashevik Zingler est un écrivain de génie. Alors, Trump et le Canada, selon moi, c'est la même histoire. Il est possible que ce soit ce que Trump a fait et qu'il n'est pas coupable, il a juste lancé l'idée. Ensuite, dans Sanandon, les Canadiens ont repris cette idée et sous l'effet de l'émotion, la gauche a réussi à manipuler les émotions des Canadiens de telle sorte qu'ils ont voté contre leurs propres intérêts. Autrement dit, ils sont totalement contre eux-mêmes. Que faire ? J'ignore si Trump en est responsable. Oui, je sens que tu veux déjà parler. Voilà, j'ai compris pour le Canada, Léon, je veux te demander ceci. Tu viens de dire que Trump est génial, le Canada, et qu'il trouve des moyens pour le Canada. J'ai une question pour toi, celle qu'on vient déjà de m'interrompre dans le chat sur le Canada. Alors pourquoi s'il est si génial et qu'il trouve des moyens, il n'a toujours pas trouvé de solution jusqu'à présent? Résoudre la question Ukraine-Russie ? Eh bien, il n'a pas trouvé, et la question d'Israël et, disons, du monde environnant non plus, il n'a pas su la résoudre correctement. Regardons cela d'un autre point de vue. Quand on parle de Trump, on dit qu'il a eu jusqu'à 6 faillites, et quand on ne dit rien d'autre, on a l'impression qu'il est complètement nul, oui, qu'il a fait faillite 6 fois. Mais quand tu commences à étudier les documents, tu découvres qu'il a lancé 1009 entreprises, dont seulement 6 ont fait faillite. Tu te dis, mon Dieu, quel génie. J'aimerais bien faire pareil parce qu'un tel ratio, c'est impossible. Donc quand on se concentre sur quelque chose en ignorant tout le reste, c'est là qu'on se dit « Oh mon Dieu, quel génie il est !»
Il ne peut pas, par exemple, réconcilier la Russie et l'Ukraine. Je m'excuse, je dois continuer ici encore 2 minutes, littéralement. Et je veux vous rappeler que l'Inde et le Pakistan ont cessé de se tirer dessus, que la Thaïlande et le Cambodge se sont réconciliés, que l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont venus. Ils ont signé un accord qu'ils n'ont pas pu signer pendant 30 ans, pour ainsi dire, parce que personne ne trouvait le moyen de le réguler. Au moment où donc Donald Trump a regardé vers l'Afrique et a découvert qu'il y avait le Congo, cela l'a intéressé parce que déjà il y a là-bas des métaux, disons, qu'il veut, il y a de grandes quantités de terres rares. Oui, mais que se passe-t-il là-bas? 6 millions de personnes ont été tuées entre le Congo et ses voisins. Donald Trump a observé cette région, convoqué 5 dirigeants africains et les a réunis à sa table. Il était assis d'un côté, eux de l'autre. Et il leur a dit « Il faut que tout le monde fasse la paix ». Et littéralement, en 2 ou 3 jours, nous avons signé, les Américains ont signé un accord entre tous ces pays disant qu'ils n'allaient pas s'attaquer les uns les autres, et ainsi de suite. Et cela a été fait sans déplacer de croiseurs, ni envoyer la 6e flotte, c'est-à-dire que simplement Trump leur a expliqué ce qu'il ferait s'ils continuaient à s'entretuer. D'une part, et d'autre part, ce qui leur arrivera, quelles bonnes choses se produiront s'ils arrêtent de s'entretuer et commencent à gagner de l'argent avec les États-Unis d'Amérique. Soudain, ils ont choisi de gagner de l'argent plutôt que de s'entretuer. Eh bien, c'est incroyable, oui. Donc, c'est-à-dire, quand il faudrait lui donner 5 prix Nobel de la paix pour les accords d'Abraham, eh bien, il fallait l'inventer, ça. Prendre et unir 1,2 milliard de sunnites avec Israël. Il n'a pas fait de second mandat, cette affaire s'est arrêtée pour lui. Maintenant, il commence à organiser cela un peu différemment. Mais c'est un homme qui a fait un voyage dans 3 pays sunnites et qui en a rapporté combien? Obligatoirement 4 000 milliards de dollars de dépôts aux États-Unis. Un homme qui a su relocaliser la production aux États-Unis. Oui, avec la Russie, cela n'a pas fonctionné pour lui. Parce que les 2 parties, je souligne, les 2 parties, pour une raison ou une autre, sont restées chacune de leur côté. Je ne parle pas du peuple, qui ne prend jamais de décision ni ne participe à quoi que ce soit. Je parle précisément des personnes qui sont actuellement au pouvoir. Ce n'est pas forcément qu'ils sont assis sur une belle chaise sous les projecteurs. Parfois, sans petit rond, ces personnes restent enceintes dans l'ombre. En général, certains groupes dirigent, sauf avec un tyran absolu, où il y a tout de même des généraux et une garde. En général, certains groupes dirigent le pays. Ces 2 groupes, tant en Ukraine qu'en Russie, ne veulent pas la fin de la guerre. Chacun pour ses propres raisons. Donc, dire que Trump n'a pas pu les convaincre, oui, ils ne veulent pas, ils résistent. La seule personne au monde qui veut arrêter l'effusion de sang là-bas. Ne leur dites surtout pas que les Européens le veulent. Ils font exactement comme Biden. Ils poussaient en l'Ukraine, maintenant ils poussent l'Ukraine. Vous continuez à vous battre jusqu'au dernier soldat, oui, que tout le monde meure, mais on ne cédera pas un mètre de terre, et ainsi de suite. Si mon fils ou petit-fils se battait là-bas, je donnerais quelques mètres de terre pour qu'il rentre à la maison. Personnellement, oui. Et pourtant, j'ai fait la guerre, j'ai tiré, on m'a tiré dessus, et aujourd'hui j'irai exactement comme je l'ai fait à l'époque. Parce que c'était une situation où, si nous n'avions pas pu défendre notre pays, ils auraient massacré les 6 millions de personnes qui étaient derrière moi. Mais l'Ukraine n'est pas dans cette situation. Personne ne va massacrer qui que ce soit. Donc que l'Ukraine décide par elle-même. Je dis simplement que si ce n'est pas chez Trump, encore une fois, ça n'a pas marché. Et c'est une résistance absolue des 2 côtés. Pas d'un seul, comme Trump le pensait, mais des 2 côtés. La paix, mais se séparer. Léon, merci. J'ai une question pour toi, ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Nous avons récemment reçu Mikhail Ilyich Filer, que tu connais bien et avec qui tu m'as justement présenté. Merci pour cela. Et quand Filer était là, il disait que beaucoup ont commencé à parler de l'Alaska et la Russie criait que c'était une victoire de la diplomatie russe, à quel point tout était génial en Alaska. Eh bien, comme si Poutine avait surpassé tout le monde, je te dis juste ce qu'ils écrivent. Et au même moment, Mikhail Vili nous disait puis que ceux qui disent tout ça sont des idiots. Dans sa manière à lui, comme il parle, il disait « Ce sont vraiment des débiles, il ne faut surtout pas les écouter ». Et puis Mikhail Ilyich a dit « Est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se passait là-bas »
Si vous étiez intelligente, Alexandra, vous auriez remarqué certains détails, par exemple, lesquels? Il y avait un tapis rouge pour Trump, un autre pour Poutine. Ensuite, Trump a ignoré Poutine et est parti plus tôt, sans dire au revoir. Quand Poutine déposait des fleurs au monument, il n'y avait même pas de soldats de Trump. En gros, Trump a complètement rabaissé Poutine. Et c'est Mikhail Ilitch qui l'a remarqué. Et franchement, personne d'autre. C'est pourquoi je me demande vraiment à quoi servait cette histoire d'Alaska. Et en fait, selon toi, avec les yeux d'1 million de Weinstein, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Franchement, je ne sais pas pourquoi il y avait cette histoire d'Alaska. J'imaginais naïvement que, puisqu'ils se rencontrent maintenant, ils se sont mis d'accord sur quelque chose, et qu'il fallait juste faire semblant devant les caméras. Je pense que Donald Trump pensait pareil. Et pendant ce temps, le représentant du comité de la sécurité d'État, Vladimir Vladimirovitch, lui, n'avait absolument pas l'intention que ce qu'il avait dit devait maintenant être mis en œuvre. Dire et faire sont deux choses différentes. Je pense que pendant les 12 premières minutes, pourquoi 12 minutes? C'est le temps qu'ils étaient ensemble. Contre toute attente, Poutine et Trump se sont retrouvés à Lebouzine. C'est justement pendant ces 12 minutes que tout a été clarifié. Qui est venu, pourquoi, ce qu'il compte céder, etc. etc. Je pense qu'ils se sont mis d'accord, du point de vue de Trump, qu'il y aurait un certain délai. 1 mois, 3 semaines, 2 mois. Je sais combien. L'arrêt, pour ainsi dire, de tous les conflits armés. Toujours, pour ainsi dire. Donald Trump essaye d'abord de les arrêter, de calmer les têtes brûlées, de les refroidir un peu, puis d'essayer de négocier. Donc Donald Trump, je pense, croyait qu'il partait d'Alaska avec ce délai de 30 jours ou quelque chose comme ça. Et il s'est devenu absolument furieux quand, dans la limousine, on lui a expliqué qu'il n'en était rien, et que Vladimir Poutine était simplement venu écouter ce qu'on voulait lui dire. Tout le reste s'explique alors facilement, mais encore une fois, je n'étais pas présent. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump. Je ne vois aucun sens, je n'en voyais pas avant et je n'en vois pas maintenant à cette rencontre en Alaska. Je ne comprends tout simplement pas. Il y avait peut-être l'idée dont j'ai parlé, ou une autre. Mais j'ai aussi entendu la version opposée, l'opposé de celle de Veller. À savoir, avez-vous remarqué que Trump a tendu la main à Poutine, la paume vers le haut, le dos de la main vers le sol, et que Poutine a posé la sienne dessus, et symboliquement, il l'a dominé. C'est Gordon qui a dit cela sur sa chaîne, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou peut-être que c'était quelqu'un d'autre sur sa chaîne, quelqu'un racontait cela. C'était bien sur une chaîne ukrainienne. Quelqu'un du genre Girnov ou quelqu'un d'autre. Un de ceux-là qui ne sont pas très intelligents, mais parce qu'ils ont étudié un jour à l'école du KGB, on les respecte énormément pour cela. Maintenant. Écoute, Léon, c'est pourquoi je t'ai posé la question ainsi. Beaucoup de nuances y ont aussi été exprimées. Et en général, je ne me souviens pas de tout à son sujet, mais voilà. Je ne suis pas sûr, je dois encore dire une chose, c'est mon devoir. Si tu penses qu'il ne te dit ça qu'à toi, que si vous étiez plus intelligente, eh bien non, il me le dit à moi aussi. Et j'ai simplement pris une décision volontaire. J'étais en voiture, il était avec moi. En haut-parleur, il y avait 3 personnes assises. À la fin, quelqu'un m'a demandé comment je supportais ça. J'ai répondu, c'est Veller, il ne m'en veut pas. C'est sûr à 100%, parce que quand ensuite il dit Sacha là-bas, eh bien, c'est tout à fait juste. C'est une blague, Banr. Le serpent demande à la tortue de le faire traverser, elle refuse de peur d'être mordue. Il répond, tu crois que je suis folle? Elles avancent, puis au milieu du courant, elle la mord. La tortue se noie et dit, qu'as-tu fait, idiote? Elle dit, je ne suis pas idiote, mais un serpent. Eh bien, écoute, on m'a déjà demandé de te poser des questions sur les tarifs. Je voudrais quand même poursuivre sur ce que vous évoquiez. Après cela, il y a eu des rencontres. Encore une fois, beaucoup accusent Donald Trump d'être ami avec Vladimir Poutine. Le fait que Donald Trump cède, en fait, comment peut-on faire ça, pour ainsi dire? Et ainsi de suite. Donald Trump cède-t-il vraiment? Il cède? Et si je te demande, quelles sont ses relations actuelles avec Vladimir Poutine et comment essaye-t-il de les construire? C'est-à-dire les rendre plus ou moins acceptables
pour pouvoir continuer à avancer sans se fâcher, du point de vue d'un homme politique et d'un diplomate? Ou bien est-ce qu'il cède vraiment, qu'il est un peu incompréhensible, stupide, voire même un peu malhonnête? Il dit une chose et en fait une autre. Waouh! Tout d'abord, pour répondre à cette question, je dois comprendre ce que signifie céder. Parce que je ne vois pas de fait montrant que Trump cède. Je ne vois vraiment pas en quoi il cède, qu'est-ce ce qui se passe pour qu'on puisse dire qu'il cède. Je vais te dire, hier nous avions Andrei Nikolaevitch Lavionov, qui en a cité plusieurs. Par exemple, il disait que Trump avait promis, disons, 10 fois peut-être qu'il a dit si, je ne me souviens plus. Il a donné des chiffres précis. Quand Trump donnait des chiffres, combien il lui fallait pour remettre Poutine à sa place ou régler cette question? Russie, Ukraine, 50 jours, 30, 20, 10. Et ça, Ce sera ça. Mais en réalité, rien de tout cela ne s'est produit. Et il essaie en quelque sorte de sympathiser davantage avec Poutine qu'avec Zelensky. Ce n'est plus Andrei Nikolaevitch qui l'a dit, c'est moi qui l'ajoute de moi-même. Eh bien, je ne pense pas qu'il sympathise avec Poutine. Je vais expliquer pourquoi je le pense, mais je peux dire avec certitude qu'il ne sympathise pas avec Zelensky. Et Trump a toutes les raisons de ne pas sympathiser avec Zelensky. Pourquoi Léon tout de suite? Pourquoi? Pourquoi? Du point de vue de Trump, Zelensky ne tient pas ses promesses. Du point de vue de Trump, Zelensky l'a trompé à plusieurs reprises. Tout cela a commencé dès le premier mandat, lorsque Zelensky a déclaré que Giuliani s'était rendu en Ukraine pour récupérer auprès de Shokin des documents que tout le monde connaissait parfaitement. Des crimes commis par un certain nombre de grands démocrates, y compris Biden, son fils Kerry, son beau-fils Pelosi, son fils et d'autres, en Ukraine. À cela, il a été répondu en réalité par une surveillance stricte de Giuliani. Où qu'il aille, les services le suivaient, avertissant les gens de ne rien lui donner, de ne rien lui dire. Et à la demande directe de Trump de fournir, s'il vous plaît, la documentation, il a été dit aux citoyens américains que nous n'allions pas nous immiscer dans votre politique. Et ils sont ainsi intervenus dans la politique américaine. Ensuite arriver aux États-Unis à la veille des élections et aller convaincre les gens de voter pour l'adversaire de Trump, ce n'est pas tout à fait correct. De notre point de vue, cela s'appelle une ingérence dans notre politique. Un vol incroyable qui a lieu pendant la guerre se produit en Ukraine et qui est clairement couvert par quelqu'un au sommet. On ignore si c'est Zelensky ou quelqu'un derrière lui, mais il est couvert par quelqu'un. Nous savons exactement où va l'argent pour ce vol et tout le reste, mais nous ne voulons pas créer de scandale. J'ai reçu 2 fois des informations de, disons, appelons ça la CIA, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'ai reçu 2 fois des documents de la CIA sur lesquels j'ai travaillé. Des reportages sur le vol effroyable d'équipements militaires en Ukraine. Ensuite, ça partait là-bas, en Afrique, avec les navires à vapeur que nous envoyions là-bas, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas vraiment Volodymyr Zelensky. Il vole, oui, en Ukraine tout le monde vole, oui, mais si tout le monde vole, il faut emprisonner ceux qu'on a attrapés. 2 grandes affaires ont démarré grâce à moi. Enfin, on m'a transmis et j'ai simplement renvoyé la balle. Et elles se sont terminées par le fait que les 2 personnes qui étaient à la tête d'un énorme détournement ont simplement été transférées à d'autres postes. Il y avait un ordre dans 2 départements de ne pas transmettre d'informations à Léon Einstein. Il ne comprenait pas d'où venaient mes informations. Il pensait qu'elles venaient d'Ukraine alors qu'elles venaient en des nôtres. Voilà. D'ailleurs, 2 jours après moi, le Wall Street Journal a écrit exactement la même chose. Absolument tout pareil. Donc en plus de cela, le vote constant de l'Ukraine contre Israël nous agace. Sous-titre. L'Ukraine n'a pas le droit de se défendre. Et qu'est-ce qu'Israël est ça ? Comment ont-ils voté là-bas en disant que nous sommes un agresseur raciste ou quelque chose comme ça? Oui. L'Ukraine a voté? Merci. D'où nos nombreux reproches à Vladimir Alexandrovitch. Et je me fiche complètement de la tenue dans laquelle il arrive à la Maison-Blanche. Absolument, absolument, ça m'est égal. Mao Tse-tung, Staline et d'autres portaient toujours ce type d'uniforme.
Maintenant, le nouveau dirigeant chinois, enfin pas si nouveau, disons, Xi Jinping, lui aussi s'habille maintenant comme Mao Tse-tung, et il se promène ainsi. Donc comment ça s'appelle? Une redingote ou un veston croisé? Oui, voilà, je ne sais pas. Nous avons une relation très compliquée avec l'Ukraine. Nous dépensons énormément d'argent pour elle. Nous la maintenons pratiquement non conquise grâce à nos contribuables. Et tout ce qu'on entend de l'Ukraine, c'est uniquement des plaintes disant que nous sommes des idiots, des salauds, que notre président est un imbécile et un idiot, qu'il est à la marionnette de Poutine. Ce matin, j'ai publié une émission. Je ne pouvais tout simplement pas ne pas le faire hier. Donc, j'ai reçu par newsletter la conversation de Gordon avec Girnov, vous savez, celui qui est un ancien espion, Girnov, et l'ancien journaliste, le journaliste Gordon. Ils disent que Trump c'est un salaud, un idiot, un Krasnov, et que c'est totalement vrai. 2 fois, Gordon demande à Girnov, « Dis-moi s'il te plaît, tu es sûr ? Tu es sûr, oui, que c'est le cas ?» Il dit que c'est absolument à 100%. Moi aussi, je suis un agent, je sais de quoi il s'agit. Voilà, il a été recruté, il agit, il fait tout ce qu'on lui dit, et ensuite il parle. 3 minutes après, il dit que Poutine a trompé Trump, donc pendant les négociations. En une seconde subordonnante, si Poutine commande Trump et que Trump fait tout ce que veut Poutine, alors pourquoi Poutine aurait-il besoin de tromper Trump? Réfléchis un peu, essaye d'avoir un peu de logique dans ton comportement. Bon, d'accord. Donc, honnêtement, nous n'avons aucune raison d'aimer la direction de l'Ukraine. Mon grand-père venait de Kharkiv, l'autre de Pinsk, près de Minsk. J'ai de la famille des 2 côtés là-bas. Évidemment, oui. J'ai une affection particulière pour l'Ukraine, je ne veux pas, comme ils disent, qu'un sort sanglant s'abatte sur elle. Mais le comportement de la direction de l'Ukraine, sous la direction. Je parle de n'importe quel fonctionnaire que je connais qui ne fait rien sans prendre un pot de vin. Et cela en temps de guerre. Avec leurs gains, tu envoies, tu paies, là-bas il y a casque, gilet et plus encore. Et ils vendent ces casques et ces gilets, ils les vendent à leurs propres soldats. Si tu ne payes pas, tu n'auras pas de gilet pare-balles. Si tu ne payes pas, tu n'auras pas de casque. Va te battre sans ça. Alors que c'est juste là. C'est pourquoi, naturellement, nous ne pouvons pas avoir une attitude normale envers Zelensky. Lui, c'est un voleur ou complice, alors que Poutine est un meurtrier. Voilà la différence. Léon, je peux te poser des questions? Bien sûr. Vous en trouvez différentes. Léon, des excuses pour Trump? Ne pensez-vous pas que Trump a trahi l'Ukraine? Est-ce qu'une personne qui était, disons, dans mes rangs avec moi, mais qui, discrètement ou pas discrètement, s'est tournée de l'autre côté, a trahi? En quoi Trump doit-il quelque chose à l'Ukraine? En quoi l'Amérique doit-elle quelque chose à l'Ukraine? Pourquoi continuons-nous à vous aider à survivre sans aucune reconnaissance, sans aucune gratitude de la part de l'Ukraine et des Ukrainiens? Suite. Ouais. Et encore une question. Les États-Unis d'Amérique paient-ils pour la guerre? Ils en ont besoin pour une raison? Et pendant ce temps, vous savez, chez nous, d'une administration à l'autre, surtout quand le pouvoir législatif change de main, notre politique change aussi. Avant, à certaines époques, peu importe qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates. Mais parce que notre parti démocrate s'est déplacé sur le côté, et à la fois vers le globalisme et le socialisme, eh bien le globalisme c'est en quelque sorte une autre forme de socialisme, disons dans une version un peu différente, plus globale. À cause de cela, notre politique change. Et la guerre, ou plutôt l'annexion de l'Ukraine à la Russie, était nécessaire pour une raison quelconque à la direction de Biden, c'est-à-dire aux globalistes, peut-être pour, par exemple, dire « Allez, on te donne l'Ukraine, mais toi, éloigne-toi de la Chine », par exemple, oui. Mais pour une raison quelconque, d'abord les États-Unis, pour le dire gentiment, poussaient tant Poutine vers cette guerre, et ensuite, encore une fois, ils ont, disons, retardé l'envoi d'armes, une aide qu'ils semblaient avoir promise verbalement, mais rien n'a été fait par écrit. Et le mémorandum de Budapest. Si quelqu'un s'en souvient maintenant, cela signifie qu'il n'a pas lu cette œuvre d'art. Pourquoi est-ce que je dis cela? Œuvre d'art. Ici, tout vise à affirmer que personne ne doit rien à personne. Eh bien, cela signifie que l'Occident ne doit rien à l'Ukraine, mais que l'Ukraine a fait sa part.
Je pense que beaucoup d'argent a été reçu personnellement par quelqu'un qui était à la tête, pour ainsi dire, de l'Ukraine. À l'époque où Bill Clinton voulait vraiment que l'Ukraine remette ses armes nucléaires à la Russie, pour ainsi dire. Encore une fois, il avait sans doute de bons objectifs, mais ensuite il a reçu beaucoup d'argent des Russes. Bill Clinton pour une raison quelconque, et sa femme aussi. Donc, sans vraiment comprendre tout cela, pour une raison quelconque, Biden n'a rien fait pour arrêter les Russes. C'était possible. Il me semble que j'ai déjà dit une fois que je peux proposer 3, 5, 7 options de ce qui aurait pu être fait pour empêcher les Russes d'envahir l'Ukraine. Il y a 3 ans, rien n'a été fait. Au contraire, il a été dit que si c'était une opération spéciale rapide et non une guerre prolongée, alors l'Amérique ne ferait rien. Poutine a tout de suite repris, il a commencé à appeler l'opération une opération militaire spéciale, il a immédiatement dit que ce n'était pas une guerre. Des gens ont été mis en prison, physiquement mis en prison, simplement parce qu'ils disaient « guerre » sur Internet, autrement dit, ils ont coupé court à cette affaire. Le peuple a pris peur et maintenant tout le monde est effrayé. Ils appellent ça une opération militaire spéciale. Pourquoi ? Parce que Biden a dit que nous n'interviendrons pas si c'est une opération militaire spéciale. Donc il y avait une raison. Au début, ils n'envoyaient sans rien à l'Ukraine qui s'est arrêtée. En gros, principalement grâce à leur courage et aux javelins qui ont été envoyés là-bas. Trump a été le seul président américain à fournir des armes capables de stopper les chars russes et leur progression. Mais ensuite, le gouvernement de Biden a décidé qu'il ne donnerait rien à l'Ukraine qui pourrait chasser la Russie au-delà de ses frontières. Il donnera tout pour que les deux armées s'enlisent et commencent à s'entretuer. Je crois que les Ukrainiens ne les intéressaient pas. Puisque nous n'avons pas réussi à donner l'Ukraine à la Russie, nous ferons en sorte que le plus grand nombre possible de soldats russes, d'armes, de matériel, d'argent et ainsi de suite explosent des brûles sur le territoire ukrainien. Léon, merci. Ensuite, Trump a appelé les dirigeants européens à ne pas acheter de pétrole à la Russie, car cela aide Moscou. Ce qu'ils écrivent, c'est que cela finance la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé, après avoir parlé avec Trump, qu'il imposait aussi des sanctions à la Russie. Est-ce du théâtre ou sérieux ? Divisons les choses. Tout d'abord, à ce jour, l'Europe achète 3% de son pétrole à la Russie, 3% de son pétrole à la Russie. Il est facile d'y renoncer. En réalité, cela va principalement dans 2 pays, la Slovaquie et Pangle. C'est 3%. Maintenant, ce qui est acheté continue d'être acheté à la Russie, c'est le gaz. Mais si auparavant 45 à 50% du marché ou 40 à 45%, excusez-moi pour les chiffres, étaient découverts par la Russie, aujourd'hui je peux me tromper. Selon moi, seuls 17% des besoins européens sont couverts, dont 15% déjà par notre gaz naturel liquéfié américain. C'est-à-dire que nous transférons doucement l'Europe. Mais comme nous le savons, la Russie a trouvé où vendre à des prix plus bas, dans de moins bonnes conditions et ainsi de suite, mais elle vend son gaz et son pétrole principalement à l'Inde et à la Chine. Et puis, on peut dire un peu à la Turquie aussi. Eh bien, c'est beaucoup, mais comparé à ces 2 pays, c'est peu. En fin de compte, la Russie a, en principe, trouvé la possibilité de rediriger ses hydrocarbures, de les envoyer dans une autre direction et de survivre ainsi. Autrement dit, en ce moment, il ne s'agit pas tant d'arrêter l'approvisionnement, disons, de l'Europe en gaz et en pétrole, mais plutôt de savoir ce que nous allons faire avec ces pays qui, disons, nous empêchent de mettre fin à la guerre. Autrement dit, regardez quelle chose étonnante se produit. Donald Trump dit « Je veux tellement arrêter cette guerre à laquelle je n'ai pas participé, que je n'ai pas commencé. Ce n'est pas ma guerre, pour ainsi dire. Je n'aime pas que des gens y meurent. Je veux vraiment l'arrêter. Je suis prêt à entrer en conflit sérieux avec de grands pays, comme l'Inde, la Chine et d'autres, afin que les gens cessent d'être tués en Ukraine. 1000 personnes par jour. Eh bien, nous savons qu'en 3 ans, 1 million de personnes sont mortes. Si tu divises 1 million par 3 ans, ça fait 1000 personnes par jour. Donc, la seule personne à qui cela importe, pourquoi ? C'est Donald Trump, arrêter cette guerre. Tous les autres crient « Mon Dieu, quel idiot, quel salaud, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il exige que nous arrêtions de tuer des gens. Quel idiot !» Eh bien oui, pour ainsi dire, il est difficile de te contredire, Léon. Le Congrès des États-Unis a présenté, tu as sûrement entendu, le projet de budget de la défense pour l'année 26.
Ce sont des amendements qui renforcent l'aide militaire à la Turquie. La raison, c'est que la Turquie soutient le Hamas et l'agression contre Israël. Et plusieurs amendements l'interdisent directement. Je m'excuse, mais je ne suis pas au courant. Je ne suis tout simplement pas au courant. Ça m'a complètement échappé. Je ne sais tout simplement pas la suite. Et c'est en quelque sorte ce que je viens de dire à ce sujet concernant la Turquie et à propos du fait que cet amendement et ses armes soutiennent le Hamas et l'agression contre Israël. C'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te donner un autre exemple. Tu sais sûrement que Marc Ruby a récemment mené des négociations avec l'exigence que les pays européens reconnaissent l'État palestinien. Et il a dit que cela crée des problèmes supplémentaires et qu'il y aura une réaction à cela. Que veut dire le secrétaire d'État américain lorsqu'il affirme « il y aura une réaction » ? Il ne s'est donc pas encore consulté avec le président. C'est ce que cela signifie. Il faut réagir d'une certaine manière. Généralement, il a des idées, mais quand il doit les soumettre aux personnes avec qui il doit consulter, à un certain conseil, à un groupe de personnes, y compris le président. Rien de plus. Certaines choses nous plaisent, d'autres non, c'est normal. Ainsi, les seconds personnages de l'État s'expriment aussi. Oui, par second personnage, je parle du ministre de la Défense, des Affaires étrangères, etc. Mais Donald Trump est imprévisible. Il n'y a pas que lui, il y a aussi la ligne politique. Mais alors, comment agir tactiquement à l'intérieur de cette stratégie ? Je le répète, c'est un homme génial. C'est pourquoi de telles choses sont d'abord testées sur lui. Et encore une question concernant les Américains. Stephen Withoff, l'envoyé spécial, a rencontré, je crois, hier à Paris, des responsables du Qatar et a discuté avec eux de la perspective de reprendre les négociations sur l'accord concernant les otages. Voilà tout ce que font les Américains aujourd'hui concernant les otages, le soutien à Israël et ce qui se passe. Il est tout à fait évident que Donald Trump essaie de résoudre cette question d'une manière ou d'une autre. Hier, des représentants de Tsahal ont annoncé qu'ils contrôlaient 40% du territoire de la ville de Gaza hier. Des représentants, comment vois-tu la résolution de cette situation avec le soutien des Américains? Tu vois ? Oh. Eh bien, la question, la première réponse, donc je ne sais pas. Podung, il me semble, parce que c'est ça. C'est une question incroyablement complexe, tout simplement parce qu'il y a tellement d'intérêts différents qui, pour ainsi dire, s'entremêlent la bâche, quand s'entremêlent la basse. Et le problème est là. Le plus grand problème, c'est que depuis déjà 3 ou 4 générations, tous les pays arabes autour, enfin les pays musulmans autour d'Israël, ils ont tous mené une politique de propagande contre Israël, en montant ce qu'on appelle la rue, oui, en montant leur rue, de telle sorte qu'il vaut mieux mourir que de céder un seul mètre de notre terre sainte à ces juifs. Pour eux, terre sainte signifie ce qu'ils veulent, selon leurs besoins du moment. La culture étant tellement enracinée que les mères donnent calmement leurs enfants pour qu'on leur mette des ceintures de kamikazes afin qu'ils se fassent exploser dans la foule des Israéliens. Parce que c'est tellement émotionnel. C'est comme le Canada, Trump va nous envahir, il ne nous respecte pas. Tout le monde s'est précipité pour voter libéral, mais avez-vous réfléchi une seconde ? Ce sont bien les libéraux. Il y a ceux qui nous ont menés à cette situation, ce n'est personne, pour ainsi dire. L'opinion publique, elle est toujours stupide. À mon avis, je disais que 80% des gens étaient idiots. Puis j'ai dit 98%. Et maintenant, je suis arrivé à la conclusion, à l'âge de 75 ans, que 99,8% des gens sont absolument idiots. Les dégénérés ne veulent ni ne savent en penser, mais croient que retenir que 2 fois 2 font 4 suffit à être intelligent, d'autant plus qu'ils s'en souviennent vite. Donc, sachant que 99,8% des gens, qu'ils soient arabes, français, américains, russes, ukrainiens ou autres, sont des idiots absolus, complets et finis, cela ne m'étonne pas. Tout ce qui se passe dans les pays arabes, etc., ainsi qu'en France et en Allemagne.
D'ailleurs, en ce moment, en Allemagne, ils ont abattu 7 personnalités politiques qui devaient être élues par les partis conservateurs. Oui, 7 personnes éliminées en 2 jours, quelqu'un les a tuées par hasard. Donc quelqu'un contrôle le peuple, quelqu'un dirige le peuple. Et pour résoudre le problème en Israël, je pense qu'il faut expulser ces gens de là vers d'autres endroits, nettoyer ce territoire, le fermer, le sécuriser, enterrer les bombes, tout ce qu'ils ont creusé là-bas, le fermer. Des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui leur ont été donnés pour le développement, ils les ont tous utilisés pour creuser des tunnels. Génial, non ? On les aide à se développer, à améliorer la vie de leur peuple, et ils construisent Watasti et creusent des tunnels pour tuer un maximum d'Israéliens. Eh bien, tout simplement génial. Donc, si on ne les expulse pas de là, même si on le fait complètement, il se peut qu'une partie d'entre eux reviennent plus tard. Mais sans cela, je ne vois aucune possibilité d'une vie normale. Tu sais, j'ai quelques questions que j'ai préparées pour toi, Léna, mais tu viens de m'en amener une autre. En ce moment, il y a une rhétorique complètement débile, à mon avis, comme le dit Mikhailovich Willer. Tu sais, c'est partout maintenant, partout. Hier, j'ai parlé avec l'homme politique ukrainien Henri Balachov. Nous prévoyons de faire quelque chose ensemble. On entend beaucoup parler de cette émission un peu partout en ce moment. Oui. On a dit, j'ai déjà oublié qui devait envahir, et les Juifs veulent expulser les Ukrainiens d'Ukraine, s'y installer et prendre le contrôle de l'Ukraine. Je n'ai jamais entendu de telles absurdités, Elena. Tu peux dire que c'est n'importe quoi. Je ne veux pas en parler, mais je veux quand même te demander d'où ça vient, qui a inventé ça, les antisionistes. Ou qu'est-ce que c'est au juste d'où ça vient, en fait. C'est un vrai cauchemar. Eh bien, je me souviens très bien qu'en 2007 ou 2008, toute la Russie disait que la Géorgie les avait attaqués. Ils étaient vraiment sérieux. J'étais à Moscou ou dans les environs, je ne me souviens plus bien. La personne me disait que la Géorgie avait attaqué. Je lui ai demandé combien d'habitants compte la Géorgie. Il ignorait. À l'époque, il n'y avait pas encore la possibilité de demander à l'intelligence artificielle tout de suite. Mais moi, je le savais exactement. Ma femme est géorgienne, j'y allais assez souvent. Il dit, il y a quoi, 50 millions ? Je réponds, non, moins. Il propose 40 ? Je dis, encore moins. Il dit, comment tu sais ? Je dis, je connais le chiffre exact. Il dit, alors c'est quoi le chiffre ? Je dis, 4,2 millions de personnes. La personne est restée assise, puis a dit, ils nous ont attaqués. J'ai répondu, tu es fou ou quoi ? Voilà, c'est-à-dire que les gens sont tellement idiots qu'ils ne posent même pas de questions élémentaires. C'est-à-dire la Géorgie nous a attaqués. Que faire ? Il faut se défendre, non ? Amener les chars et s'arrêter précisément à 32 km, j'ai vérifié. De la pancarte d'entrée à Tbilissi jusqu'aux chars russes, il y a 32 km là-bas, il y a une base de chars russes que personne n'a invitée. Voilà, c'est exactement la même chose, absolument la même chose. Certains attisent, d'autres en profitent, et quelques-uns ont les moyens et le savoir-faire. Aujourd'hui, il est très facile de vendre n'importe quelle idée à n'importe qui. Avant, on pensait qu'avec 2 avis différents, une personne les écouterait avant de décider. 99,8% de la population mondiale ne le feront pas du tout. Ce qu'ils entendent d'abord leur reste en tête, et il est ensuite difficile de les faire changer d'avis. Il faut une tragédie personnelle pour qu'ils changent d'avis. Les Américains disent que c'est alors que ton paradigme change. Merci Léon. Maintenant, la question est la suivante. L'Europe, d'après ce que nous voyons, d'après ce que disent les politologues, est-elle prête à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine ? C'est ce qu'a déclaré hier Macron. Bien que ce que déclare Macron, on le comprend, personne ne le prend vraiment au sérieux, mais il doit y avoir un sommet, une coalition des volontaires, je crois que c'est ainsi qu'il l'appelle. Paris doit avoir lieu. Et donc Zelensky, aujourd'hui, j'ai écouté ce matin, a dit que l'Ukraine aussi, tu disais que ni l'Ukraine ni la Russie ne veulent la fin de la guerre. Je me reflète. Maintenant, oui, quoi, Volodymyr Zelensky a déclaré que la France, comme d'autres pays, souhaite rapprocher la paix. Malheureusement, pour l'instant, nous ne voyons aucun signe de la part de la Russie qu'il souhaite mettre fin à cela. Le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Georgi Tikii,
a expliqué pourquoi Volodymyr Zelensky insistait tant pour obtenir de réelles garanties de sécurité de la Maison-Blanche et de l'Union européenne. Et il a montré le mémorandum de Budapest de 1994, dont les conditions étaient que Kiev renonçait à la guerre nucléaire. Des armes en échange d'une assurance de sécurité de la part du Royaume-Uni, de la Russie et des États-Unis. Et ensuite, il est question du fait que Zelensky veut rencontrer Poutine. Poutine propose de venir chez nous à Moscou. Cela semble déjà complètement déplacé. Qui irait à Moscou? La ville héroïne, comme il l'a dit, voilà la situation. Léon, tu disais que l'Ukraine ne veut pas la fin de la guerre. Mais si elle ne le veut pas, alors quoi? Qu'est-ce que cela signifie, ce dont parle Zelensky? Eh bien, si je dis maintenant que je suis un orang-outan et que je vis en Afrique, et que tu crois simplement qu'il y a un tableau derrière moi, alors qu'en réalité c'est la mer, oui, tu me croirais? Eh bien, probablement, tu croirais tes yeux. Donc, ce que dit Zelensky, ça m'est complètement égal, et encore plus ce que dit une personne engagée ou payée qui parle des mémorandums de Budapest. Quelqu'un a promis, mais lui-même n'a rien garanti. Tout est écrit là-bas. Que si quelqu'un les attaque, alors ces trois parties iront régler cela au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Voilà tout ce qui est écrit là-bas. Donc c'est complètement absurde. Donc ce que dit Zelensky, ce que dit Poutine, ils diront ce qui est nécessaire à ce moment-là du point de vue de la politique internationale. Ou pour d'autres affaires là-bas. Voilà, Poutine traîne quelque chose, pourquoi traîne-t-il ? Il espère que plus il attend, plus ils prendront de terre, tandis que Zelensky pense que plus il résiste, plus il a de chances d'échapper à l'élimination. Les citoyens, après la guerre, commenceront à se demander pourquoi il n'a renvoyé aucune personne qui volait la nourriture de leurs enfants et les armes de leurs soldats. Donc c'est l'autre côté aussi, de mon point de vue, qui fait tout son possible pour poser des conditions auxquelles l'autre partie ne pourrait pas accepter. Par exemple, inviter Zelensky à Moscou. Ou par exemple, dire à Poutine que, pour qu'il y ait la paix, il faut que tous les soldats russes de quittent le territoire de l'Ukraine. Ensuite, nous leur parlerons. Oui, c'est vraiment absurde, non? Oui, c'est vrai. Mais Léon, quand Poutine invite Zelensky à Moscou, il comprend bien que Zelensky n'ira pas. Quand Zelensky dit à Poutine « Retire tous tes soldats et alors nous commencerons les négociations concernant le territoire de l'Ukraine. » Il ne réalise pas que Poutine ne va pas les retirer? Eh bien, c'est évident. Il comprend. Léon, évidemment. Il comprend, mais je reviendrai quand même. Quand il l'invite à Moscou, il sait qu'il ne viendra pas. Pour qui? Alors, pour qui dit-il cela? Pour qui? Voilà ce qui m'intéresse. Eh bien, c'est pour que, dans leur propre pays, tout le monde dise « Regardez, le nôtre, ce n'est même pas que nous gagnons. Nous les avons vaincus, eux et les fascistes, déjà capturés, etc. » Et il dit « Viens chez moi et embrasse ma bague. » Mais ce salaud, ce petit comédien, cet acteur et tout ça, il ne vient pas. Eh bien, maintenant, vous comprenez que l'Ukraine ne veut pas la paix. Ah, donc c'est pour usage interne. Oui, c'est ce que je comprends. Oui, c'est une exception, oui, mais tout le monde comprend que les autres dans le monde, je ne parle pas de la populace. Oui, ils savent que Zelensky n'ira pas à Moscou et que Poutine n'ira pas à Kiev. Il a été traduit par Vorona, mais il n'ira pas. C'est exact. Eh bien, bien sûr. Bien sûr, donc est-ce que Poutine va retirer les troupes pour commencer les négociations? De son point de vue, il a une opposition bien plus forte que l'Ukraine, donc pourquoi arrêterait-il? Selon lui, ils sont en offensive et il a tout intérêt à gagner du temps. Plus il a de temps, plus il pourra amener de Nord-Coréens là-bas, ou même des mercenaires sans chinois. Et maintenant, il va vendre du pétrole au Pakistan et à l'Inde, et en échange, il va prendre chez eux des moudjahidines. Et l'Ukraine est obligée de prendre des gars qui fuient, qu'on attrape dans les rues, et ce sont des gars qui étudiaient à l'université, parce qu'on ne prend pas les plus jeunes, n'est-ce pas? Ce qui m'amuse, c'est que ces têtes parlantes, ces humanoïdes russophones, ont tous envoyé leurs enfants à l'étranger et leur ont obtenu des certificats. Par exemple, Gordon, lui, il a apparemment 5 enfants, 2 filles et 3 fils, je peux me tromper sur les filles, mais les 3 fils. Ces 3 fils, inaptes au service militaire, sont partis à l'étranger avec des certificats et n'y sont jamais revenus. Et lui, il crie « On n'en donnera aucun ». Mais excusez-moi, ce n'est pas le vôtre qui meurt, c'est quelqu'un d'autre. Exactement.
Qui n'a pas eu l'argent pour le certificat? Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être que ces enfants sont vraiment malades. J'ai peur de juger, mais c'est quand même étrange. Ces 3 fils sont tous malades, aucun ne peut, et ils sont tous à l'étranger. Eh bien, c'est étrange. Oui, Léon, puisque, disons, nous avons commencé avec le sujet canadien, je voudrais en parler avec toi et y revenir à la fin de notre conversation. Mais c'est ce qu'on t'a envoyé? Demanda Léon. Léon. Récemment, une seconde, la compagnie Ford a annoncé qu'elle avait perdu 800 milliards à cause des tarifs sur l'aluminium canadien et elle a demandé à Trump de supprimer ce tarif. En bref, les tarifs sont une force destructrice, donc il n'y a rien de génial là-dedans à part le vol et le chantage. Les tarifs, c'est du socialisme. Je parlais de la société Ford qui fabrique les camions F-150. Qu'est-ce que Léon en pense? J'ai une grosse demande. Pendant que je réponds, que cette personne envoie son message. Alors, où a-t-il enseigné l'économie et quels travaux scientifiques puis-je consulter? Pour, disons, au moins décider s'il ou elle comprend au moins un peu ce qu'il ou elle écrit. Vous savez, comme cela a été expliqué à de nombreuses reprises, je vais essayer de faire comme mon grand-père juif me l'expliquait autrefois, toujours avec des exemples pour que je comprenne vraiment. Par exemple, si vous êtes mordu par un serpent, ce n'est vraiment pas bon, surtout si vous ne recevez pas d'aide. Et si c'est, je ne sais pas, une gourza ou une sorte de cobra, eh bien vous allez probablement mourir. Mais si on prend le venin de ce serpent, qu'on le dilue 1000 fois et ainsi de suite pour en faire un médicament, alors ce médicament soigne. Quand une abeille vous pique, ça fait mal, parfois très mal. Mais quand on frotte ce même venin d'abeille sur des articulations douloureuses, cela aide étrangement ces articulations. Si vous n'avez jamais étudié l'économie, ou si vos connaissances en économie sont au niveau de la 2e année d'une université moyenne, ou même d'une très bonne université. Peu importe, disons-le ainsi, alors vous pensez que n'importe quel venin de serpent vous tuera. Mais si vous avez au moins étudié jusqu'à la 3e année, alors vous comprenez que si on utilise cela avec toute une série d'autres moyens, qu'on le dilue et qu'on en fait un médicament, cela n'est pas nuisible, mais au contraire, cela aide. Vous savez, expliquer à des personnes bornées ou stupides, excusez-moi, je ne dis pas que l'auteur est stupide, mais expliquer à des gens stupides ce qu'ils ne comprennent pas, c'est impossible, car ils pensent que vous mentez. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Oui, ce que tu viens de faire maintenant? Oui, moi. J'ai répondu. Ou bien il me demande. Alexandre, demandez à Léon Weinstein s'il a vu le défilé en Chine et cette rencontre et quelles sont ses émotions concernant ce qui se passe en Chine. Eh bien, tout d'abord, je n'aime vraiment pas l'absence de concurrence. Je n'aime pas cela au niveau de la production, au niveau de l'art, à n'importe quel niveau, et aussi au niveau politique. C'est pourquoi je n'aime pas le monde unipolaire, même si j'aime que, comme on dit, le pays dans lequel je vis soit en tête. Mais je vois déjà comment, en 50 ans, pour ainsi dire, eh bien oui, avant même la chute de l'Union soviétique. Et en fait, ces dernières années, comment l'Amérique, qui était absolument impunie, comme on dit. Si un bon tsar arrive, on vit bien, un mauvais, on vit mal. On ne peut pas continuer ainsi. Le monde unipolaire est problématique car il manque de concurrence et de force de dissuasion. C'est pourquoi, en fait, je suis vraiment pour qu'il se forme un autre centre, disons, un centre du monde concurrent. C'est la première chose. Deuxièmement, je ne comprends pas le sens de cette formation. Je vais maintenant expliquer ce que je veux dire. Quand les fournisseurs sur le marché s'unissent contre le marché, contre l'endroit d'où ils tirent tous leurs revenus, il n'y a rien de plus stupide que cela. Parce que s'ils nous mettent vraiment à bout, pas comme maintenant. Ils n'ont rien signé, croyez-moi, ils n'ont rien signé. Ils ont condamné l'Amérique pour avoir bombardé l'Iran et affirmé que l'Afghanistan devait être représenté là-bas, en leur permettant de cultiver et d'agir librement. Ils n'ont rien d'autre signé. C'est une alliance incompréhensible de 3,5 milliards de personnes, qui n'en est en fait pas une.
Bon, d'accord, ils ont présenté l'union. Imaginons maintenant que, dans les 2 prochains mois, ils se soient vraiment unis et aient commencé la lutte, comme ils l'écrivent, contre l'hégémonie de l'Occident. Oui, l'Occident dit « Ah, d'accord, tic-tac », et sous la direction soit de Trump, soit de Macron, soit de quelqu'un d'autre. Nous fermons complètement nos marchés pour eux, complètement. Parce que dans les 3 ou 4 prochaines années, Trump construit des usines en Amérique. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore nous en passer. Mais il nous faut 3 ou 4 ans pour arriver à une situation où nous n'aurons plus besoin d'eux, dans laquelle même si nous devons importer quelque chose de l'étranger, nous l'importerons du Vietnam, qui nous a juré, pour ainsi dire, un amour éternel, et ainsi de suite. Oui, des Philippines et de centaines d'autres pays, et des États qui rêvent de remplacer la Chine. Nous investirons là-bas et les aiderons à produire les mêmes articles bon marché que la Chine. La Chine, l'Inde et la Russie perdront définitivement nos marchés et devront vendre leurs produits entre eux. Et l'homme qui travaille dans une rizière en Chine, je le sais avec certitude, parce que j'y suis allé. Il gagnait 6 $ par jour quand j'y suis allé, maintenant c'est 12. Ils ont fait d'énormes progrès, 12 multipliés même par 30, même s'ils n'ont pas ce chiffre. Ce n'est pas vraiment la somme d'argent avec laquelle tu peux acheter des voitures américaines, des tracteurs japonais, je ne sais pas, et des avions. C'est un peu un autre type d'argent. La moitié de la Chine ne peut rien acheter. Donc s'ils importent là-bas au lieu des États-Unis, personne n'achètera leurs produits. Et leur niveau de vie va s'effondrer. C'est donc de l'idiotie d'unir des fournisseurs sans marché propre. Et il n'y a pas de marché là-bas, ni en Chine, ni en Russie, ni en Inde. Parce que 60 à 70% de la population ne peut rien acheter, comme en Russie. On importe pour 320 milliards de dollars de marchandises, 270 milliards de dollars de marchandises. Vous savez combien on importe chez nous ? 3000 milliards là 1 million, dites-moi. 3000 milliards de dollars de marchandises sont importés aux États-Unis. C'est 12 fois plus. Eh bien, comment le marché russe peut-il remplacer, comme l'Inde nous l'a dit, nous passons maintenant du marché américain au marché russe ? Mais comment peuvent-ils remplacer le marché américain ? C'est du grand n'importe quoi. Rédactrice Aliona, dernière question. Cela concerne Israël. Il me semble que tu as plus de légitimité que moi pour y répondre. Tu as dit « J'ai fait la guerre, j'ai tiré, on m'a tiré dessus ». Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Les Palestiniens affamés et malheureux. On a complètement oublié les otages capturés par Hamas. Le 7 octobre n'est même plus mentionné, mais par contre, on parle des enfants affamés de Gaza et tout le reste. Anastasia Kuznetsova, correctrice Semkine. Récemment, nous avons eu un débat sur la radio Vera. Il y a un certain Andrei Rudoi. Il a sa propre chaîne, je ne vais pas tout raconter. Il a diffusé un stream intitulé « Israël, État d'apartheid ». Mais nous avons invité Ezra Mor, un blogueur israélien, ainsi que cet Andrei, afin que ce débat ait lieu. C'était la première fois que je voyais Ezra Mor perdre son sang-froid lorsqu'il a eu un débat ici, chez nous, à la radio, avec Shevchenko et des chefs-d'œuvre comme ceux de Maxime Leonardovitch. Il restait réservé, même si garder son calme avec Shevchenko était difficile. Cette fois, Ezra a perdu le contrôle. Je voudrais te demander si je t'invitais à un débat avec un personnage du genre qui dirait qu'Israël est un État d'apartheid, toi qui as vécu en Israël, qui as combattu en Israël. Tu dirais « Va au diable, Sacha, avec ta proposition ». Non, pas du tout. Je lui demanderai ce qu'il veut dire et qu'il donne des faits concrets, parce que lancer des accusations comme ça, là-bas Trump est un idiot, Israël est un État d'apartheid. Vous savez, chacun a sa propre expérience. Oui, moi j'ai la mienne. Donc moi j'ai combattu dans l'artillerie et ensuite j'étais rappelé chaque année. Et donc j'arrive en Amérique pour monter un spectacle à New York, au Lincoln Center, les répétitions commencent. C'est alors que débute l'opération au Liban. C'était sûrement en 80, ou peut-être entre 82 et 84. Et, disons, nous écoutons tous les codes qui circulent en Israël. Il y a le code « Mon régiment » pour la convocation, c'est-à-dire d'urgence. Je laisse tout tomber, autant que possible. Je n'ai pas pu prendre le prochain avion.
car en Israël, seuls ceux en danger rentrent, contrairement à d'autres pays où les gens partent en cas de danger. Finalement, au 3e ou 4e avion, ils m'embarquent et j'arrive avec un jour de retard. Mon régiment était déjà parti. On m'appelle alors, je me promène avec un fusil, gardant une semaine un dortoir féminin. On peut dire que c'était une affaire bien plus intéressante que de faire la guerre, mais croyez-moi, à ce moment-là, j'aurais rêvé de combattre. Donc mes gars, l'opération au Liban finie, ils sont revenus et je me suis aussitôt précipité pour les retrouver. Ce sont tous des gens que je rencontrais chaque année, tous des gens de mon âge, avec qui chaque année nous partions là-bas pour 2 ou 3 semaines pour ces rassemblements, etc. Et donc, ils me racontent que nous étions très proches de... Pourquoi y a-t-il eu l'opération au Liban ? Parce que le Hezbollah, ou quelqu'un à l'époque tirait de là-bas, il fallait nettoyer la zone. Et donc il dit, nous avançons avec les chars sont passés et nous derrière on avance avec les canons, et il y a des maisons d'où on nous tire dessus. Alors, on a déballé, on a installé les canons. D'habitude tu fais ça en tir indirect, mais là on pouvait tirer en direct. Il dit, on regarde, on tire en direct. À chaque fenêtre d'où il tire, il y a 2 enfants ou 2 femmes, ou une femme et un enfant, et entre eux, il y a une mitraillette ou une mitrailleuse installée, ou quelque chose d'autre, un obusier ou autre, et il tire de là. C'est-à-dire que si tu tires en retour, tu tues d'abord 2 enfants, puis seulement tu atteins la personne qui est là, oui. Et voilà le dilemme. Et donc on était assis en mer, on buvait en Israël. Quand je suis arrivé, personne ne buvait. Quand je suis parti d'Israël, tout le monde buvait déjà. En 20 ans, on a appris à Israël à boire. On était assis, on buvait. De l'arak, que je déteste, et en plus il était tiède. Il n'y a rien de pire que de l'arak tiède dans le désert, quand il fait chaud. Mais on parlait de ça et de ce qu'il fallait faire. Oui, on nous dit de tirer parce que de là-bas qu'au train, il y a une roquette Faust qui arrive. C'est une bazooka, oui, pour ainsi dire. Une Jeep arrive, on la détruit au bazooka. 2 officiers et une jeune fille là à bord. Oui, il faut riposter, mais il y a 2 enfants là-bas. Que faire ? Et que chacun qui écoute cette émission réfléchisse à ce qu'il ferait personnellement dans cette situation. Je veux dire merci, Léon. Et je savais que je devais te poser cette question, parce que pour que quelqu'un me réponde, il fallait qu'il ait été à Sakhaline. Et pas seulement un théoricien qui expose des idées et des raisonnements. Je vais te laisser une question pour la prochaine fois, mais je ne peux pas ne pas te la poser, même si le temps presse, mais quand même. Alors, qui ? Demandez à votre invité. Eh bien, évidemment, à votre invité juif. Vous êtes une femme juive, toi et moi. Nous sommes, en quelque sorte, nous sommes des juifs. Nous sommes ensemble, dans un sens négatif, en quelque sorte. Léon, du point de vue de l'auteur, et qui a fait la révolution en Russie ? Exactement. Laissez tomber les surnoms. Et maintenant, vous accusez le socialisme. Haha. Qu'est-ce que ce monde sans Dieu a apporté à la Russie ? Tu n'oses pas dire la vérité. Non, ce n'est pas ça. Mais moi, Léon, je t'invite à venir. Merci. Avec plaisir, car cette question revient presque toujours sous une forme ou une autre. Eh bien, voyez-vous, est-ce que c'est nous qui avons apporté la révolution en Russie ? Non, ce n'est pas nous. C'est autre chose, Lokkedom. Lorsque la révolution est arrivée, un grand nombre de juifs étaient intelligents et instruits. Peut-être pas aussi instruits que ceux de l'université, mais ils l'étaient dans les shtetls. Pour eux, c'était une incroyable opportunité. On les battait, on les tuait, il y avait des pogroms, on les massacrait, on ne les laissait pas entrer, et ils ressentaient de la haine envers ce régime et cet État qui, pour ainsi dire, leur faisait tout cela. Je parle de la Biélorussie, de la Pologne, de l'Ukraine, de la Russie, et ainsi de suite. Tous faisaient en la même chose. Ils massacraient, tuaient mes ancêtres, brûlaient, tuaient, violaient. Ils étaient sans défense, bien sûr, des gens venaient, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la haine existait déjà, le désir de se venger était là. Mais ce n'est pas cela qui a poussé la jeunesse juive vers la révolution et vers la possibilité de sortir du shtetl et d'obtenir sa place au soleil. Continuons. En effet, les juifs se sont retrouvés en grand nombre à la tête de cette révolution. Réfléchissons à autre chose. Pourquoi posez-vous cette question sans demander à propos de Jésus-Christ, fondateur de votre religion ? Oui, qui était un juif absolu ? De plus, il était un dissident, d'une certaine manière, il était en réalité instruit. Ce que nous appelons aujourd'hui un rabbin, c'est-à-dire un rave, qui officie là-bas. Il avait simplement une telle éducation.
Il y avait 12 apôtres qui l'accompagnaient, tous étaient un juif, leurs mères étaient toutes juives, il n'y en avait pas d'autres. Et tous ceux à qui vous priez, ou bien la Sainte Vierge, et ainsi de suite, réfléchissez à qui était cette Vierge, de quelle nationalité, encore une fois juive. Ensuite, si jamais vous avez envie de guérir d'une maladie grave, il y a 80% de chances que le médicament ou l'appareil qui vous guérira a été inventé par un juif. Si vous voulez regarder un film et savoir qui joue dans ce film, vous découvrirez que 80% des acteurs dans le monde occidental sont soit juifs, soit d'origine juive, soit ouvertement juifs, soit cachés, soit leur mère, soit leur père, soit les deux, soit convertis, ou autre chose. Eh bien 80%, sans compter les écrivains, 90% juifs, et les réalisateurs, 95%. Oui, sauf les noirs, tous seraient un juif. Il y en a peut-être un ou deux qui ne sont pas juifs, comme Mikhail Kov qui ne l'est sûrement pas. Son père m'a dit qu'ils avaient des divers mélanges. Je parle de Sergueï Seyeja, il m'a raconté que, dans la famille, il y a des liens avec du sang juif. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas demandé pourquoi. Voilà. Cela signifie que 70% des prix Nobel des 100 dernières années ont été décernés à des juifs. Voici les seuls prix Nobel, les prix Nobel de la paix. Ils vont à vos gens là-bas, à Yassir Arafat, à Obama, et ainsi de suite. Voilà. Et tous les autres vont à nous. Alors, pourquoi vous accrochez-vous à une seule révolution? Oui, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de révolutions. Oui. Eh bien, le seul qui n'est pas juif parmi les gars sérieux, c'est Newton. Il n'est pas juif, c'est certain. Mais tous ceux qui ont continué après lui. La révolution industrielle a débuté avec Newton, si vous l'ignoriez. Après lui, tous ceux qui ont poursuivi ses idées étaient juifs, sans exception. Et comment il s'appelait? Einstein. Oui, Einstein, que je n'aime pas à cause de ses erreurs de droite. Voilà, à cause de ses opinions politiques. Il était complètement nul en politique, mais c'était un homme génial. Il avait une tête juive. Donc, il y avait un grand nombre de juifs. Tout simplement parce que nous avons été opprimés pendant des milliers d'années. Et la solidarité naît chez un juif envers ceux qui sont opprimés, et il a automatiquement envie de commencer à les aider. Et nous faisons plein de bêtises. Nous n'aurions jamais dû vous aider en quoi que ce soit. Et nous serions sortis tranquillement, ou nous serions sortis tranquillement. Mais vous ne voulez pas que nous vivions tranquillement. Vous voulez tout le temps que les juifs s'en aillent, que cette juive ne parle pas avec ce juif. Oui, les gars, vous pouvez dire tous les mots que vous voulez, nous savons très bien ce que vous pensez. Nous avons nos propres pensées. En même temps, c'est nous qui inventons les médicaments ou les téléphones que vous utilisez. Vous pensez vraiment qu'il n'y a rien de juif dans le téléphone avec lequel vous parlez? 80% de ce qui a été inventé, ce sont des juifs qui l'ont fait. Eh bien, jetez-le alors, si vraiment vous ne voulez rien avoir à faire avec les juifs. Voilà, c'est pour voir si vous en êtes capable ou pas. Merci Léon et à bientôt. Avec plaisir. Reviens la prochaine fois, s'il te plaît, quand tu auras le temps et l'envie. C'est Avec plaisir, merci.